Sarajevo entre calme et guerre fantasmagorique. C'était un scandale, c'était un siège quasi médiéval. C'était pas seulement bombarder et tuer les gens, c'était, pour ces gens-là, c'était plaisir de détruire une civilisation. Le conflit yougoslave est très certainement l'événement le plus intéressant des relations internationales ces dernières années. En plus de mettre en lumière l'impuissance de la communauté internationale dans la résolution de la guerre, il met en lumière ce qui se fait de pire dans la nature humaine, les massacres et l'épuration ethnique. Ces peuples auraient-ils pu continuer à vivre ensemble? Comment expliquer cette rupture? Les racines du conflit remontent loin, très loin, bien avant la formation de la Yougoslavie à vrai dire. Tiraillés entre les Ottomans et l'empire des Habsbourg, les identités sont depuis longtemps fracturées. Les Slovènes et les Croates jouissent d'un développement plus avancé, au détriment des autres peuples balkaniques. L'éveil des nationalismes s'est fait progressivement, sans grand coup de force, hormis 1848 et la révolte hongroise. Un premier État yougoslave se constitue après la Première Guerre mondiale. Dès le départ, le contexte est donné. Un scepticisme global se développe à l'égard de l'État commun par manque de conviction. Les Slovènes et les Croates y voient un moyen de gagner en autonomie dans un pays décentralisé, tandis que les Serbes, par tradition, préfèrent un territoire centralisé. Fédéralisme contre unitariste, qui va gagner? Personne à vrai dire, puisque la première Yougoslavie disparaît brutalement avec l'avènement de la Seconde Guerre mondiale et l'invasion de l'Axe. Une deuxième union est tentée post-1945. D'inspiration communiste, le pays se constitue autour d'un fédéralisme yougoslave, favorisant la décentralisation, ayant contribué à canaliser un tant soit peu les nationalismes locaux. L'allégeance à un État commun est toujours complexe, d'autant plus que la politique de Tito, qui visait à contenir systématiquement, ouvrez les guillemets, le sentiment national des principales nations, ne fonctionne pas en pratique. Les Serbes jouissent toujours de grands avantages au sein de l'armée et de l'administration. D'autre part, un mécontentement est apparu chez les Serbes autour de la perte du Kosovo et de la Voïvodine, administrée en provinces autonomes. L'ensemble des effets pervers du fédéralisme ne peuvent être compensés par le parti unique, malheureusement, qui s'assure tant bien que mal de maintenir des relations cordiales entre les groupes. La Ligue des communistes de Yougoslavie est elle-même devenue le terreau des tensions nationalistes, sur fond de tensions socio-économiques, la présence d'inégalités entre les peuples alimentant les rancœurs. Les Croates et les Slovènes, plus développés, économiquement et socialement, s'indignent de l'hégémonie serbe qui domine politiquement la région. L'autre problème yougoslave, c'est qu'on ne parle pas de peuple. Enfin, depuis tout à l'heure, on le fait un peu par abus de langage. On parle de nations. Des nations s'étant développées dans un contexte hostile, en proie à l'insécurité. Il y a donc logiquement au sein de ces populations un instinct de survie global, le sentiment d'être constamment menacé, renforcé par les dissensions religieuses entre orthodoxes, musulmans et catholiques. Avec la chute du communisme, un processus de démocratisation est lancé, mais bien sûr ça coince, et pas que sur un aspect. La Croatie et la Slovénie se sont rapidement débarrassées du système, ce qui n'est pas le cas du Sud qui peine à s'en libérer. Les rapports intercommunautaires deviennent vite insoutenables. Le conflit éclate en 1991, très certainement à l'initiative d'une élite avide de pouvoir, jouant avec le prétexte nationaliste pour s'attirer les faveurs de la population. Le projet de réalisation de la Grande Serbie par Slobodan Milošević crée une profonde frustration. Par la suite, tout s'emballe. Les programmes télévisés, les journaux, les discours politiques, les Serbes ont l'impression d'avoir subi le régime de Tito. Le radicalisme augmente, les manipulations sont monnaie courante. En 1991, les premiers actes de violence éclatent chez les populations minoritaires de Croatie et de Bosnie. Le mouvement gagne la population. Les liens étroits entre la Serbie et l'armée empêchent de répondre efficacement. Le fédéralisme admet des faiblesses, la pluralité ethnique l'emportant sur l'unité. Les accords de Dayton, le 21 novembre 1995, laissent planer l'espoir d'une paix précaire après 4 ans de guerre. Malgré le succès militaire de la Croatie, le pays subit de graves retombées économiques.
En Serbie, les territoires gagnés sont perdus et sa stabilité politique est fragilisée par un blocus international. Les musulmans, malgré l'appui d'une part importante de la communauté internationale, ont le plus souffert de cette guerre. Après 4 ans de guerre, la Bosnie est ruinée, la moitié de sa population en exil. Au final, la Bosnie est divisée en 2 entités, la République serbe et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Une présidence collégiale, sous forme de triumvirat, représente les 3 peuples constitutifs du pays. Enfin, 60 000 soldats sous commandement de l'OTAN sont déployés après la signature des accords. Le mercredi 22 novembre 2017, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie condamne Ratko Mladic à la prison à perpétuité. Créé par la résolution 807 de l'ONU, ce tribunal devait juger les crimes de guerre commis dans la région. Au final, la fragmentation de la Yougoslavie aura réanimé les nationalismes locaux, se transformant petit à petit en conflits interethniques dramatiques. Aujourd'hui, les tensions dans les Balkans semblent s'être calmées. Toutefois, l'expérience de cette région nous apprend à être prudents sur la suite des événements.